Bon, si vous le voulez bien, on va commencer. Donc, ce soir, nous avons quelques absents. Je vais reprendre la liste. Donc, Madame Séché, qui sera absente pour raison médicale, qui a donné un pouvoir à Madame Almin. Madame Chevalier, qui est absente également, qui a donné un pouvoir à Madame Gaucher. Monsieur Joly, qui sera absent, qui a donné un pouvoir à Monsieur Kermarec. Et Monsieur Renan Michel, qui a donné un pouvoir à Monsieur Chevet Jean-Baptiste. Voilà. Madame Tardivelle arrivera un peu plus tard, elle a un conseil d'école. Comme secrétaire de séance, il vous est proposé non pas Renan Michel, mais Julien Salio. Bien. Alors, nous commençons par le compte-rendu de la dernière séance du Conseil. Donc, le Conseil municipal du lundi 16 novembre, qui vous a été envoyé. Et donc, je voulais savoir s'il y avait des objections, des appréciations sur ce rapport. Rien de spécial. Très bien. On passe maintenant à la désignation d'un délégué titulaire au syndicat intercommunal de la piscine de la Contrie. Donc le syndicat, vous le savez, regroupe les communes de Bourg-Barré, Bruchard de Bretagne, Chavagne, Cornu, Laillé, Noyelles, Châtillon-sur-Sèche, Sorgères, Pompéan, Saint-Hermel, Saint-Herblon et Verne-sur-Sèche pour la gestion de la piscine de la Contrie. Conformément au statut, donc, le conseil municipal du 8 juin 2020 avait désigné 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants. Et Madame Marion Kozik était titulaire. Donc, suite à sa démission le 25 août dernier, il est demandé au conseil municipal de nommer un nouveau représentant titulaire. Et il vous est proposé la candidature de Monsieur Nicolas Klutchnikov. Est-ce qu'il y a des objections ? Nicolas rentre d'une pneumonie et ça s'entend. Encore. Il m'a assuré que ce n'était pas la Covid. Non. Bien. On passe au vote. Est-ce qu'il y en a des personnes qui votent contre ? Des personnes qui s'abstiennent ? On note. Abstention. 3, 4, 5, 6. 6 abstentions. Donc, merci. Monsieur Klutchnikov est nommé titulaire. Troisième, le rapport d'activité et de développement durable de Rennes Métropole 2019. Comme tous les ans, donc la métropole fait son rapport d'activité. Et donc, nous sommes tenus de le présenter lors du conseil municipal. Alors, je vais demander à ce qu'on commence peut-être par qu'on vous présente le PDF. Voilà, donc... alors là, on parlera à 2 voix, hein, moi et puis Monsieur Kermarec. Donc, si on peut passer. Donc, pour rappel, évidemment, la métropole, aujourd'hui, ce sont 43 communes, donc 112 conseillers municipaux, 963 millions d'euros de budget, donc vous l'avez sous les yeux, 36 membres du bureau, dont la présidente Nathalie Appéré et 20 vice-présidents. Voilà, 1658 agents. Alors, dans la ville de la métropole, vous avez effectivement le fonds commun. Voilà, merci. Donc, les projets soutenus dans les communes, donc le fonds de concours, hein, qui a été créé par Rennes Métropole et qui a bénéficié en 2019 à 40 projets dans les communes pour 6,2 millions d'euros. Alors ce fonds de concours, en fait, il est là parce qu'effectivement, la métropole, avec son PLH, accueille de nouvelles populations tous les ans. Et donc, la Rennes Métropole a créé ce fonds de concours pour aider les communes dans leurs investissements. Donc, chaque commune a la possibilité d'avoir jusqu'à 400 000 euros d'aide par an. Et donc voilà, c'est pour des équipements scolaires. Donc il y a eu effectivement 13 projets qui ont été soutenus en 2019
pour 1,7 million d'euros, des équipements périscolaires, vous avez la liste, équipements petite enfance, équipements culturels, équipements sportifs et autres équipements. Donc c'est pour de l'investissement, vous avez bien compris. Donc il n'y a pas de projet, il n'y a pas de nombre de projets limité, mais par contre la somme est toujours limitée à 400 000 euros par commune. L'aide qui était prévue, c'était 10 millions d'euros, donc vous voyez, tout n'a pas été consommé. On peut continuer. Le plan climat donc, a été voté en avril, donc, avec deux objectifs, de diviser par 2 d'ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre par habitant sur le territoire, et d'assurer aussi aux habitants un cadre de vie contribuant à leur santé et à leur bien-être. Donc une centaine d'actions et chantiers ont déjà été mis en place, et on a déjà un investissement de 350 millions d'euros qui est prévu d'ici à 2030, avec deux cibles en particulier, c'est la mobilité et l'habitat. Diapo suivante. Donc là, c'est également d'autres actions du développement durable pour la politique culturelle éco-responsable, égalité hommes-femmes dans l'administration, et également Rennes Métropole donc, a été retenue pour un appel à projet agriculture, climat et territoire de l'ADEME. Et donc, il y a 3 projets à l'heure actuelle liés à l'agriculture qui sont à mener entre 2020 et 2023. Le service public métropolitain de la donnée, je ne vais pas en dire grand-chose parce que je ne suis pas très au courant de ce service-là. Si on peut passer à la diapo suivante. Je ne sais pas si tout le monde a eu le diaporama. Vous l'avez eu? Tout le monde l'a eu, le diaporama? Ouais. Alors, le portail web pour faciliter les recrutements, ça c'est nouveau. Effectivement, l'attractivité économique de Rennes Métropole est dopée grâce à ce site web, un portail web qui favorise les entreprises, qui a été fait pour les entreprises pour le recrutement. Donc ça s'appelle recrutement-rennes.com. Et donc en mai 2019, il y a eu 300 chefs d'entreprise qui ont été réunis au couvent des Jacobins pour le lancement de ce nouvel outil, portail web. Voilà, et vous avez un... Alors la cybersécurité, donc là effectivement c'est un point important du développement économique de la métropole, puisque la cybersécurité a été désignée comme filière d'excellence sur le territoire. Et donc là effectivement la métropole a, de par son développement économique, le souhait de faire cette filière d'excellence. À la fois avec le concours des forces armées, donc la cybersécurité de l'armée, mais également cybersécurité dans le civil. Donc là, il y a des accords qui ont été pris, et en particulier la Cyber School, qui est en fait une école universitaire, qui a été labellisée en 2019 et qui a mis au point des cycles de formation du master au doctorat pour cette cybersécurité. Donc là, il y a vraiment un réel souhait de la métropole de développer ce pôle cybersécurité. On peut passer là. Alors, métropole accueillante et solidaire. Donc la carte sortir, on fête les 10 ans, on a fêté les 10 ans en 2019. Donc il y a eu des temps forts festifs qui ont été un petit peu perturbés évidemment. Quoiqu'en 2019, non. Je raconte des bêtises. Donc les nouveautés de l'année, c'est que le dispositif intègre la carte Corrigo Service, donc à la fois pour les déplacements et pour sortir, et que également peuvent en bénéficier maintenant les étudiants boursiers d'échelon 2 à 7 et également des étudiants étrangers sous condition de ressources et dès leur 2e année consécutive en France. Donc voilà, aujourd'hui c'est 28 700 utilisateurs et c'est dans 117 000 utilisations en 2019. C'est mon tour. Ah, c'est ton tour. Non, mais je peux continuer. Mais non, vas-y. Donc en 2019 également, donc le programme local de l'habitat
a été évalué et adapté, et évalué avec une construction plus importante que prévu, puisqu'il y a eu 18 300, il y avait 18 300 logements livrés contre 15 200 prévus. Prolongé aussi de 2 ans, donc amendé et prolongé de 2 ans pour laisser aux équipes arrivantes le temps de le reviser. Et puis, en mettant aussi dans l'amendement, on a mis l'accent sur la rénovation de l'ancien, y compris pour les particuliers. Et puis, on a vu l'application de 2 dispositifs nouveaux, le loyer unique, hein, qui vise à favoriser la mixité sociale sur tout le territoire, et puis l'organisme foncier solidaire, qui vise aussi à maintenir dans le parc social, disons, à permettre l'accession à la propriété à un public plus vaste, et en même temps à maintenir les logements dans le parc social. Voilà, pour tous les autres chiffres, vous les avez à la page 33 du rapport. On peut aussi parler du bureau des temps, hein, qui se penche sur les mobilités afin de mieux comprendre, et de prendre en compte le temps dans les mobilités pour adapter l'offre de transport, puis essayer d'agir sur le rythme de vie pour faire évoluer les pratiques. Il y a quelques années, vous vous souvenez que Rennes 2 avait modifié ses horaires de début pour faciliter la fluidité des transports. Et puis concernant la culture, eh bien, il y a 1,2 million de visiteurs au champ libre, comme vous le voyez, une forte accélération de la consultation des ressources en ligne. On a eu aussi la pose de la première pierre du conservatoire, là, place Jean Normand, et puis un nouveau projet pour la matinée plus axé sur les préoccupations environnementales. Voilà, sur la suite, donc voilà, on a donc poursuivi les travaux de la ligne B du métro, qui devait ouvrir en fin de 2020, mais avec la crise, l'ouverture est reportée à 2021. Les rames ont été livrées en 2019, les 21 rames, plus de, comme vous le voyez là, 23 km de voies ferrées. Et puis, c'est aussi un levier pour l'aménagement de la ville, puisqu'on a deux pénétrantes, hein, qui font l'objet de gros travaux. Le boulevard des Alliés, hein, qui au niveau de la zone de Champy, et puis l'avenue d'Audin à Saint-Jacques. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, quand même, que sur tous les transports de la métropole, c'est 88 millions, un peu plus de 88 millions de voyages par an et 193 millions, 193 voyages par habitant et par an. Le plan de déplacement urbain, donc, qui a été voté pour répondre à la question comment se déplacer demain dans la métropole, avec 4 enjeux: l'environnement et le climat, l'accessibilité, la hiérarchisation, la territorialisation, et avec des priorités visant à provoquer des changements de comportement chez les utilisateurs, et garantir aussi la mobilité de tous en hiérarchisant et territorialisant les modes de transport, renforcement de l'intermodalité à l'échelle du bassin de vie rennais, avec pour objectif principal de développer, disons, d'avoir un moindre recours à la voiture solo. Et puis, bon, c'était pas en 2019, mais en 2020, on a eu des études qui ont été engagées pour la création des trambus, dont celui de Bru, qui devrait voir le jour dans les quelques années qui viennent. Bon. Ensuite, on a eu aussi cette année, c'était une année riche, l'année 2019, le premier plan local d'urbanisme intercommunal,
qui a été élaboré sur une longue période de 4 ans, hein, puisque la délibération de lancement de ce PLUI date du 9 juillet 2015. Donc les principales contraintes ou caractéristiques, c'est que, la principale, c'est qu'au cours de ce PLUI, qui doit être en vigueur jusqu'en 2035, seuls 3% du territoire seront classés en zone à urbaniser, c'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre plus de 3% d'aujourd'hui, du début de l'année, à 2035, pardon. Donc ça fait 1763 hectares, sachant qu'en plus depuis, on a quand même une volonté encore plus affirmée au sein de la métropole d'utiliser un minimum de terres agricoles. Bon, on a eu aussi quelques dispositions sur le patrimoine naturel ou bâti. On a eu 12 000 bâtiments répertoriés, des contraintes sur les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée. Et puis, en dehors de ça, on peut aussi ajouter que les premiers aménagements de la vallée de la Vilaine ont eu lieu, hein, l'aménagement de la vallée de la Vilaine, dont le territoire de Bru compose une grande partie avec 2 sites principaux, donc le Bouel, le moulin du Bouel, et puis ce qui va de la Prévalais jusqu'à l'étang de la Louveterie. Sur le dispositif éco-travaux, donc c'est un dispositif qui permet d'accompagner les copropriétés et les propriétaires de maisons individuelles pour la rénovation énergétique, que ce soit pour le conseil et voire pour le financement des travaux. Le budget annuel étant de 5,5 millions. Et puis l'ambition est de rénover 6 000 logements chaque année à partir de 2025. Le dispositif Terre de Source, qui vise à développer de nouvelles filières agricoles en améliorant la qualité de l'eau, qui est un projet initié également en 2015, avec donc cet objectif de faire en sorte que les agriculteurs améliorent leurs pratiques, par exemple en ne donnant pas d'antibiotiques aux animaux qui sont pas malades, en essayant en s'engageant à ne pas utiliser d'OGM pour les nourrir, de limiter les pesticides, etc. L'objectif étant que d'ici à 10 ans, 25% des exploitations du territoire se soient engagées dans le projet. En 2019, projet qui en 2019 a été retenu par l'appel à projet territoire d'innovation et obtenu un soutien de plus de 20 millions d'euros. Aujourd'hui, en 2019, il y avait une trentaine d'agriculteurs qui étaient investis dans ce dispositif. Et puis on peut ajouter ce qui est indiqué ici, la création d'un service public d'autopartage, les premiers occupants des programmes d'immobilier tertiaire dans Euro-Rennes, la tarification sociale et écologique de l'eau. Hein, vous savez que l'idée étant d'avoir un tarif de l'eau unique pour tous les habitants de la métropole, et en faisant en sorte que, contrairement à ce qui se faisait avant, on encourage les économies d'eau, et donc plus on consomme, plus ça coûte cher, alors qu'avant c'était le contraire. Donc, et puis avec évidemment des clauses sociales, à partir du moment où les familles font plus de deux personnes, ou les foyers font plus de 1 ou 2 personnes, évidemment, elles ont des aménagements pour la consommation de l'eau. Les réseaux de chaleur urbains, donc, qui ont été réunis pour celui du Nord et pour ceux du Nord et de l'Est, et puis la rénovation de l'unité de valorisation de Vigan, de l'usine de Vigan, qui a été lancée, pour plus de 100 millions d'euros. Elle sera fermée en avril 2022, cette usine, pour un peu plus d'1 an, pour réouvrir en 2023, en octobre 2023.
Et puis on peut dire aussi l'agrandissement de la station d'épuration de Saint-Herblon, et puis la création de la déchetterie mobile. Sur le quatrième point, donc, on a la nouvelle gare de Rennes qui a été inaugurée en juillet 2019, donc, avec cette gare qui donc devient un carrefour des mobilités entre le TGV, TER, etc. Et avec une vingtaine de commerces et un doublement espéré de la fréquentation pour 2020 par rapport à 2010. Bon, il est clair que cette année, ça n'a pas été le cas, compte tenu de la situation. Ça a été un très très gros chantier. Vous avez les chiffres là. Je ne sais pas, ceux qui ont eu l'occasion de le visiter ont pu se rendre compte de l'importance de ce chantier. C'était très... Moi, j'ai trouvé ça particulièrement impressionnant. Et puis avec le résultat qu'on connaît. Donc, ensuite, donc dans le cadre de la métropole capitale régionale, on a donc un contrat de coopération métropolitain qui vise à travailler avec les intercommunalités qui sont autour de Rennes pour des mobilités intelligentes comme c'est à l'échelle du bassin, puisque évidemment les transports, les déplacements ne s'arrêtent pas aux frontières de la métropole. À Saint-Malo, une coopération avec Saint-Malo pour un partenariat nautique, un bateau de Rennes-Saint-Malo Sea Farmer qui a été engagé à la Transat Jacques Vabre, qui ont fini 9e, et alors que le précédent, Gilles Lamiré, le précédent skipper du bateau, eh bien il a gagné cette Transat en classe multi 50. Voilà. Puis on a eu aussi quelques matchs, pas mal de matchs de la Coupe du Monde sur le terrain du Roazhon Park. Voilà. Et puis, presque 1,250 000 nuitées dans les hôtels de Rennes Métropole. Voilà. On peut peut-être juste ajouter 2-3 mots sur les finances, avec un budget plus exactement un compte administratif à 850 millions, des dépenses de fonctionnement à 272 millions, une épargne brute de 66 millions, et puis 180 millions de dépenses d'équipement, avec la mobilité et les transports qui en prennent la plus grande part pour 70 millions, une dette de 290 millions et une capacité de désendettement de 5 années. Bon, ça s'est un petit peu dégradé, évidemment, du fait des emprunts liés au métro. Voilà. Bien, merci Alain. Donc voilà pour le rapport. Donc je vous demanderai de bien vouloir prendre acte du rapport sur la métropole. Oui. S'il vous plaît. Oui, merci monsieur le maire. Nous prenons acte du rapport d'activité de la métropole pour l'année 2019, celui de la précédente mandature, et nous en profiterons puisqu'il s'agit de construire la métropole de demain. C'est la volonté qui est affichée d'ailleurs par le premier vice-président de Rennes Métropole dans l'éditorial de ce rapport, pour affirmer notre attachement et notre volonté de nous inscrire dans une perspective de développement durable. La feuille de route fixée doit irriguer chacun des actes politiques, de politique publique dans chacune des communes de la métropole. Pour notre part, nous souhaiterions que la ville de Bru y contribue activement, que chaque décision soit pesée et que soit mesuré l'impact carbone des grands projets et des actions majeures de cette mandature. Notre responsabilité est grande, il s'agit de relever des défis multiples, vous l'avez dit, M. Kermarek, sanitaires, sociaux, environnementaux, économiques, de préservation des terres agricoles, de notre capacité à garantir notre autonomie alimentaire à long terme. Concernant le service public métropolitain de la donnée, les enjeux sont ceux de mieux maîtriser l'utilisation et l'accès des données sur la métropole et de ne pas laisser la main notamment aux GAFA, ça c'est un point important. D'ailleurs, il y a eu des ateliers et des réunions d'échange qui ont été organisées par le Conseil de développement de Rennes Métropole à ce sujet, et notamment avec les commerçants. Et le CODEF, d'ailleurs, on peut le saluer, puisque c'est une participation citoyenne aussi, c'est une forme de participation citoyenne à la vie politique de la métropole,
a contribué à la réponse à l'appel à projet européen RUDI. Concernant le transport ferroviaire, on peut noter que le transport ferroviaire du quotidien est absent de ce rapport, alors qu'il est complémentaire du réseau STAR et qu'il concerne de nombreux usagers chaque jour, donc c'est un petit peu à regretter. Voilà, on peut parler de la gare, mais elle profite essentiellement pour les personnes qui prennent le TGV. Les trains du quotidien sont aussi partie de la vie de la métropole. Et je pense que là, on a peut-être davantage la main que sur le TGV. Voilà, je vous remercie. Merci pour ces remarques. Je ne peux que cautionner. Quant au ferroviaire, effectivement, c'est pas noté dans le bilan. C'est vrai que la métropole n'est pas la SNCF non plus, ni Réseau Ferré de France, mais bon. Mais vous avez raison de souligner que c'est important parce qu'on a beaucoup de Bruxellois qui prennent le train tous les jours pour aller travailler, donc de plus en plus d'ailleurs. Mais c'est sans doute un problème qu'il va falloir prendre aussi à bras-le-corps bientôt, parce qu'il faudra aussi que la SNCF fasse des efforts, en particulier la région et le département, pour pouvoir proposer un petit peu plus de transport en commun de ce côté-là. Bien. Si je puis juste ajouter quelque chose, c'est pas complètement absent du rapport quand même. Il y a notamment la référence à la ligne de Châteaubriand qui a été remise en service, ainsi que sur le dispositif de 2 trains sur une même voie qui permet d'augmenter la capacité de la gare de Rennes en faisant arriver 2 trains précisément sur une même voie et repartir évidemment dans l'autre sens. Voilà, après, il y a au moins ces deux axes qui sont indiqués dans le rapport. On sait aussi que depuis que la ligne de TGV a été, la nouvelle ligne, la LGV a été inaugurée, on a davantage de trains aussi sur la ligne de Vitré. Merci Alain. Oui. Oui, dans ce rapport, alors, on vante les mérites de la carte sortir, en précisant qu'elle a 10 ans. Vous savez qu'on a vu quelques difficultés pour travailler avec la Praz pour réussir à la faire valider dans le cadre de Cinéville. Ma question, c'est est-ce que vous avez pris attachement auprès de la Praz récemment, ou en tous les cas il y a quelques semaines, pour essayer d'imaginer que cette carte sortir puisse bien être en lien avec le Cinéville et donc en lien avec les Bruxellois qui voudraient éventuellement se la procurer. Même si aujourd'hui, effectivement, il y a 1 an mis en place le pass Ciné-Bru, maintenant je pense qu'il serait quand même intéressant de retrouver une solution avec la Praz. Alors on a rencontré la Praz effectivement avec Madame Durand et puis également Madame Lheureux, Nathalie Lheureux. Et donc là, je peux vous annoncer aujourd'hui qu'on vient de recevoir le mail ce soir. Donc la carte sortir et Cinéville, la Praz et Cinéville ont trouvé un accord. Donc voilà, il faut qu'on l'étudie, il faut qu'on regarde un petit peu ce dont il parle. On vient de le recevoir ce soir. Donc, oui, quand il y a des bonnes nouvelles, faut pas hésiter à nous les annoncer. Bah écoutez, voilà, je vous l'annonce. C'est pas encore officiel parce qu'il faut quand même qu'on donne notre avis, mais normalement la carte sortir, on va pouvoir, les titulaires de la carte sortir vont pouvoir l'utiliser au Cinéville de Bru, comme celui de Verne également. Donc quand il va ouvrir. Quand il va réouvrir, bien évidemment. Malheureusement, pour l'instant, il est fermé. Donc on s'en est occupé. D'autres questions ? Bien, on va passer à la délibération numéro 4, donc les développements économiques, ouverture exceptionnelle les dimanches et les jours fériés en 2021. Monsieur Salle. Vu l'article 250 de la loi 2015-990 du 6 août 2015, relative à la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui modifie les dispositions de l'article 31-32-26 du Code du travail, considérant que le maire peut ainsi autoriser 12 dérogations au repos dominical contre 5 précédemment, considérant que les dérogations au repos dominical doivent être arrêtées avant le 31 décembre pour l'année suivante, par décision du maire prise après avis du conseil municipal, considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la commune est membre, à défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine. Cet avis est réputé favorable.
Considérant que pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m², lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L3132-26 du Code du travail sont travaillés, ces derniers sont déduits par l'établissement concerné des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3. Considérant que depuis la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016, article 8, la liste des dimanches peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification, vu la loi du 6 août 2015, qui étend par ailleurs le champ d'application de la règle du volontariat des salariés aux dérogations collectives délivrées par le maire. Ainsi, l'article 3132, premier alinéa, prévoit à présent que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Vu l'article L3132-27 du Code du travail qui prévoit en outre que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et un repos compensateur équivalent en temps, vu la loi numéro 2008-351 du 16 avril 2008, relative à la journée de solidarité, les organisations représentatives des employeurs s'engagent à ne pas retenir un jour férié comme journée de solidarité. Depuis 1997 et la signature de la première charte d'urbanisme commercial, le sujet du travail dans les commerces les dimanches et les jours fériés fait l'objet d'un dialogue social entre les élus, les partenaires sociaux et les acteurs du commerce sur le territoire rennais. Organisé dans un premier temps à l'échelle de la métropole, ce dialogue social a été étendu au pays de Rennes en 2003. Pour l'année 2021, les partenaires sociaux se sont réunis à 3 reprises, les 6, 20 octobre et 3 novembre derniers. Leurs échanges n'ont pas abouti, mais la volonté de définir un calendrier commun à l'échelle du pays de Rennes reste partagée. Pour l'année 2021, dans l'objectif de disposer d'un calendrier commun, le maire de la ville de Bru peut autoriser les commerces de détail à déroger à la règle du repos dominical pour leurs salariés 4 dimanches, tels que définis aux articles suscités du Code du travail. Rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, repos compensateur équivalent en temps, et tout autre avantage lié au travail du dimanche. Le premier dimanche des soldes, un arrêté ministériel devant entériner l'annonce du ministère de l'Économie et des Finances du 4 décembre de reporter le début de soldes d'hiver du 6 au 20 janvier, soit le dimanche 24 janvier 2021. Les autres dates retenues sont le dimanche 5 décembre 2021, le dimanche 12 décembre 2021 et le dimanche 19 décembre 2021, ces 3 dimanches étant avant Noël. Conformément aux articles suscités du Code du travail, les vendeurs salariés de l'automobile sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical au maximum 5 dimanches. Dans un souci de cohérence à l'échelle du territoire du pays de Rennes, et conformément aux souhaits des concessions automobiles interrogées par le CNPA, les dimanches pouvant faire l'objet d'une ouverture dominicale autorisée par arrêté municipal au titre de l'année 2021 sont les dimanches 17 janvier, 14 mars, 13 juin, 19 septembre et 17 octobre 2021. Je vous demanderai de bien vouloir donner un avis favorable sur la proposition ci-dessus d'autoriser les ouvertures exceptionnelles suivantes au titre de l'année 2021. Premièrement, pour les salariés des commerces de détail, à l'exclusion des concessions automobiles et des autres commerces faisant l'objet d'une réglementation particulière, les dimanches, donc 24 janvier, 5 décembre, 12 décembre et 19 décembre 2021. Et deuxièmement, pour les salariés des concessions automobiles, les dimanches 17 janvier, 14 mars, 13 juin, 19 septembre et 17 octobre 2021. De préciser que les dates seront définies par un arrêté du maire, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés concernés pour le commerce de détail, et d'autoriser enfin Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier.
Bien, y a-t-il des remarques par rapport à cette délibération? Pas de remarques, pas de questions. Donc on passe au vote. Qui s'oppose à la délibération? Qui s'abstient? Délibération acceptée, merci. Délibération numéro 5, Finances, marché de services entretien des espaces verts et naturels communaux, autorisation de signature au maire, Monsieur Leroy. Dans le cadre du marché relatif à l'entretien des espaces verts et naturels communaux, une consultation a été lancée conformément au code de la commande publique. Le marché se décompose en 3 lots et est établi pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois. La date limite de dépôt des offres était le 14 septembre 2020, mais aucune entreprise n'a candidaté. Le marché a donc été rendu infructueux en l'absence d'offres remises. Une procédure négociée a donc été engagée et une seule entreprise a répondu aux critères pour les montants suivants. La tonte et le fauchage des espaces verts pour un peu plus de 99 000 €, l'entretien des massifs communaux pour un peu moins de 36 000 € et l'entretien du parc de l'an 2000 pour un peu plus de 22 000 €. L'entreprise retenue, c'est donc Agi Environnement. Le total hors taxe annuel est donc de 157 111,22 € et le montant toute taxe comprise 188 533,46 €. Conformément à la délibération numéro 23 de juin 2020, dans le cadre d'un marché de services supérieur à 214 000 € hors taxe, nous vous proposons d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché et de prendre toute décision concernant les avenants éventuels. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette... Oui, M. Desguerré. Bonsoir. C'était déjà cette société-là qui était en titulaire de ce marché-là? Je suis pas sûr, mais je crois que oui. Ouais. Et à quel montant on était? Alors je me rappelle pas, ça je peux pas vous dire. D'accord. On vous donnera la réponse. Ouais. Ouais, bien sûr. Je sais pas. Non. Bien. D'autres. À noter que c'est une entreprise d'insertion. D'autres remarques? Non? Donc on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération acceptée, merci. Délibération numéro 6, Finances encore, convention de mise à disposition de moyens, Ville de Bru et CIM Rive-Sud. Monsieur Leroy. Les services de la ville assurent pour le compte du syndicat de musique Rive-Sud différentes missions qui ont été formalisées lors d'une convention de mise à disposition adoptée par délibération numéro 17059 du 29 mai 2017. Cette convention d'une durée de 3 ans arrive à son achèvement le 31 décembre 2020. Il est donc nécessaire de procéder à son renouvellement. Il s'agit principalement de la mise à disposition de moyens en ressources humaines 1 jour par mois, en finances 3 jours par mois, le courrier, l'informatique et la téléphonie, ainsi que la communication. Le CIM s'engage à rembourser à la ville de Bru les charges de fonctionnement engendrées, charges de personnel, coûts de formation, frais d'affranchissement, loyer d'utilisation du réseau informatique et téléphonique de la mairie, communication téléphonique dont les coûts sont indiqués dans la convention. La durée de la convention est de 1 an jusqu'au 31 décembre 2021. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de la convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la ville et le CIM Rive-Sud et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas de remarques? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 7, Finances, tarifs publics, année 2021. Monsieur Leroy. Certains services et certaines prestations proposées par la ville font l'objet de décisions d'actualisation spécifiques et par conséquent d'une délibération individuelle. Pour les autres tarifs, ci-dessous, il est proposé de retenir une augmentation maximum de 1% pour l'année 2021. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la liste des tarifs publics pour cette année. Vous avez eu la liste des tarifs. Donc augmentation de 1%, sauf pour certaines prestations, mais sont rares. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tarif adopté, merci. Délibération numéro 8, Finances, création de la Commission consultative des services publics locaux, ou CSPL. Monsieur Leroy.
Il convient de procéder à la création d'une commission consultative des services publics locaux, donc CCSPL, de la ville de Bru, pour l'ensemble des services publics que la ville confie à un tiers par cette convention de délégation de services publics ou qu'il exploite en régie dotée de l'autonomie financière. Cette commission a pour vocation de fournir des informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d'être consultée sur certaines mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui pourraient apparaître nécessaires. Elle est obligatoirement consultée pour avis sur tout projet de délégation de services publics, de contrat de partenariat et de création de régie dotée de l'autonomie financière avant que l'Assemblée délibérante ne se prononce. Par ailleurs, elle examine chaque année les rapports annuels établis par les délégataires de services publics ainsi que les bilans d'activité des services publics exploités en régie dotée de l'autonomie financière. La CCSPL de la ville sera notamment amenée à traiter des services publics locaux suivants: exploitation du réseau câblé de télédistribution dans les lotissements brugeois, actuellement géré par GERTV, et la construction, l'installation et l'entretien des mobiliers urbains d'information municipale et de publicité gérés par la société Abri Service. Cette commission est présidée par le maire de la ville ou son représentant, président de droit. Elle comprend des membres du conseil municipal désignés dans le principe de la représentation proportionnelle et des représentants d'associations locales nommés par le conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal de décider de fixer le nombre de membres de la CCSPL à 6 membres titulaires et 5 membres suppléants. Le maire et son représentant, président de droit, 3 conseillers municipaux titulaires et 3 suppléants, et 2 représentants d'associations locales. Donc en titulaire, Madame Catherine Almin, Monsieur Jean-Baptiste Chevet et Monsieur Jean-Patrick Desguéret, et en tant que suppléant, Madame Marie-Cécile Pinard, Monsieur Bruno Delaunay et Monsieur Vincent Saulnier. La désignation des représentants des associations locales sont de 1 titulaire pour l'Amicale laïque brugeoise et 1 titulaire pour l'association sportive et culturelle Jeanne d'Arc de Bru, ainsi que d'1 suppléant pour chacune des 2. Et de charger par délégation Monsieur le maire ou son représentant de saisir la CCSPL pour avis sur les projets de délégation de services publics, de contrat de partenariat, de création de régie dotée de l'autonomie financière. Cette saisine sera opérée par convocation écrite adressée aux membres dans un délai de 5 jours francs avant la date de la réunion de la commission. Bien, est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette délibération? Rien. Très bien, on va passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Merci. Délibération numéro 9. Finance, ouverture de crédit anticipé sur le programme d'investissement 2021 avant le vote du budget 2021. Monsieur Leroy. L'article 1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l'exécutif d'une collectivité locale ou d'un établissement public de coopération intercommunale peut, sur autorisation de l'Assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts pour l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. À l'issue de l'exercice 2020, un certain nombre de crédits engagés mais non mandatés vont pouvoir faire l'objet de reports de crédits permettant de payer des factures arrivant avant le vote du budget primitif 2021. A l'inverse, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et réalisées avant le vote du budget primitif. Il convient donc de mettre en œuvre ces dispositions pour le budget de la ville de Bru. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l'exercice 2020, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et dépenses d'ordre, soit 1 349 303,75 € au maximum. Dire que les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2021 et décider de ventiler les crédits comme suit. Je vous laisse lire le tableau pour un total de 1 329 897 €. Y a-t-il des questions? Des observations? Non? Très bien. Délibération adoptée. Ah pardon, on passe au vote, excusez-moi. On n'a pas voté encore. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, merci. J'étais allé un peu vite. Délibération numéro 10, finance participation 2021 au syndicat intercommunal de la piscine de la Contrie de Chartres de Bretagne. Monsieur Leroy.
Chaque année, les communes adhérentes au syndicat de la piscine intercommunale de la Contrie versent une participation financière au titre du fonctionnement. En 2020, notre participation était de 162 800 €. À la demande du syndicat, les collectivités versent leur participation selon les modalités suivantes. En janvier de l'année N, 50% de la participation de l'année N-1 et en avril, le solde de la participation de l'année N après notification du montant définitif par le comité syndical. Je vous demanderai de bien vouloir accepter ces modalités et d'autoriser le versement de cette première participation à hauteur de 81 400 €. Des questions? Non? Très bien, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, merci. Délibération numéro 11. Finances, participation 2021 au syndicat de musique Rive-Sud. Monsieur Leroy. De la même façon, les communes adhérentes au syndicat de musique Rive-Sud versent une participation financière au titre du fonctionnement. En 2020, la participation était de 300 009 €. Le syndicat demande à modifier les modalités de versement de la participation à partir de 2021 afin de couvrir le besoin en trésorerie en début d'exercice budgétaire. En janvier de l'année N, 30% de la participation de l'année N-1. Après le vote du budget, 40% de la participation N votée et fin mai, versement du solde de la participation N. Je vous demanderai de bien vouloir accepter ces modalités et d'autoriser le versement de cette première participation à hauteur de 90 002 € en janvier 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 12, finance encore, subvention d'équilibre, budget annexe restauration. Au titre Au titre de l'exercice 2020, la ville de Bru a voté un budget primitif des crédits pour subventionner le déficit du budget restauration à hauteur de 308 000 € en fonctionnement. La crise sanitaire a énormément impacté cette année sur le budget de la restauration en dépenses, mais encore plus particulièrement les recettes qui sont nettement moindres que celles attendues. Aussi, le montant prévisionnel de 308 000 € ne suffira pas. Afin de définir le montant du virement d'équilibre pour 2020, une projection des résultats a été réalisée. Selon cette projection, le déficit serait de 425 000 €. 2 décisions modificatives seront présentées en parallèle pour augmenter les crédits. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser le versement de la subvention d'équilibre au budget annexe restauration d'un montant de 425 000 € pour 2020. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pas de questions? Bien, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 13, finances, décision modificative numéro 2 du budget principal. Monsieur Leroy. La décision modificative numéro 2 au budget principal porte sur 2 points. Chaque année, nous procédons au rattachement des charges et des produits constatés sur l'exercice antérieur. Il vise à intégrer au compte administratif en fonctionnement toutes les charges et les produits correspondant à des services faits nés au cours de l'exercice, mais dont les factures ou recettes n'ont pu être prises en compte avant le 31 décembre. À la fin de l'exercice budgétaire suivant, si les charges et produits rattachés ne sont pas soldés pour une écriture comptable, il convient de procéder à leur apurement. En 2019, 13 200 € de recettes de restauration scolaire ont été rattachées à tort. Il convient donc d'apurer ce rattachement pour une dépense au 67,18, régulation de produits constatés, et une recette au 70,67. Il manque des crédits au chapitre 67 qu'il convient d'ajouter. Et donc, faisant suite à la délibération précédente, la crise sanitaire a engendré la fermeture du service restauration scolaire pendant plusieurs mois. Il convient donc d'ajouter 117 000 € au budget annexe de restauration. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la décision modificative numéro 2 de l'exercice 2020 pour le budget principal. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 14, finance décision modificative numéro 2 du budget annexe restauration. Monsieur Leroy. Donc toujours dans la même lignée, il convient de tenir compte de la modification au budget annexe également par l'augmentation des recettes au chapitre 75 du budget restauration et la diminution des recettes au chapitre 70. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la décision modificative numéro 2 de l'exercice 2020 pour le budget annexe restauration. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très bien, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 15, finances, créances admises en non-valeur. Monsieur Leroy. Par courrier en date du 23 septembre 2020, le Centre des finances publiques de Chartres de Bretagne a adressé à la ville de Bru un état de présentation de créances admises en non-valeur de titres de recettes de 2015 à 2019 de la commune de Bru pour un montant total de 1 482,88 €. Il s'agit de créances dont le montant est inférieur à 30 € pour lesquelles la ville de Bru a autorisé le Centre des finances à ne plus exercer de mesures précontentionneuses ou contentionneuses, et de créances dont les poursuites de recouvrement ont été infructueuses. Je vous demanderai de bien vouloir constater l'extinction de ces créances pour un montant total de 1 482,88 € et d'acter la dépense pour un montant de 1 482,88 € et de le mandater au compte 6541, créances admises en non-valeur. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 16, finances encore, créances éteintes. Monsieur Leroy. Par courrier en date du 9 septembre 2020, le Centre des finances publiques de Chartres de Bretagne a adressé à la ville de Bru 2 états de présentation de créances éteintes de titres et de recettes de la commune de Bru pour un montant de 64,95 € et 614,55 € suite à des décisions de rétablissement personnel de la commission de surendettement. Je vous demanderai de bien vouloir constater l'extinction de ces créances pour ces montants et d'acter la dépense pour un montant total de 679,50 € et de le mandater au compte 6542, créances éteintes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 17, finances, toujours. Créances admises en non-valeur, budget annexe éperon. Bertrand Leroy. Par courrier en date du 30 septembre 2020, la Direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine a adressé à la ville de Bru un état de présentation des créances admises en non-valeur d'une taxe d'urbanisme de 2009, en partie non recouvrée pour un PC accordé sur la ZA de l'Éperon. Il s'agit d'une créance dont les poursuites de recouvrement ont été infructueuses. Je vous demanderai de bien vouloir constater l'extinction de cette créance pour un montant de 2 667 € et d'acter la dépense pour ce même montant et de le mandater au compte 6541, créance admise en non-valeur du budget annexe de l'Éperon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 18, finance toujours, convention avec les jardins familiaux. Monsieur Leroy. Dans le cadre de sa politique de solidarité, la ville de Bru a aménagé dans le secteur du Champ-Niguel, sur des parcelles cadastrées, des jardins familiaux destinés en priorité aux familles brusoises ne disposant pas de terrain permettant une activité de jardinage. Par délibération numéro 15 de février 2017, le conseil municipal approuvait les termes d'une convention de durée de 3 ans à passer entre l'association des jardins familiaux et autorisait monsieur le maire à la signer. Nous sommes arrivés au terme de cette convention. Il vous est donc proposé de la reconduire pour une nouvelle période de 3 ans à compter du 1er janvier 2020. Le loyer au 1er janvier 2020 est de 53 centimes du mètre carré, révisable selon l'indice des fermages au 1er janvier de chaque année. Je vous demanderai de bien vouloir accepter les termes de la convention avec l'association des jardins familiaux annexée à la présente délibération et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention. Il y a des questions par rapport à cette... Oui, monsieur... Merci, monsieur le maire. Une question. Au terme de cette convention de 3 ans et dans la perspective donc du renouvellement qui nous est présenté de la même durée, pour la même durée, il aurait été intéressant de disposer du bilan d'activité, comme ce qui est prévu dans la convention, d'avoir le plan, le descriptif, l'état des attributions, alors que ça soit en annexe de la convention, soit sa présentation au CCAS, puisque ça relève du CCAS. Et puis plusieurs petites questions. Qu'en est-il du nombre de demandes actuellement en attente? Une extension des jardins familiaux est-il envisageable et envisagé? Et d'autre part, alors au-delà des jardins familiaux, est-il envisagé de répondre à l'appel à projet pour développer les jardins partagés? C'est un appel à projet national dans le cadre du plan de relance, qui sera ouvert à partir du 1er janvier 2021, en principe au niveau de chaque département, et les collectivités ou les associations peuvent répondre à cet appel à projet. Pour la présentation du bilan, ça doit pouvoir se faire, il n'y a pas de raison.
Si on l'a, on doit pouvoir vous le présenter, il n'y a pas de raison. Dans le cadre du CCAS, bien sûr. Pour les autres questions, je n'ai pas les réponses pour l'instant. Combien de personnes en fait en profitent, je ne sais pas. Mais on se renseignera et on vous donnera les réponses. Et pour l'appel d'offres des jardins partagés, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Donc je ne sais pas si quelqu'un parmi notre équipe était au courant de cet appel d'offres. En tout cas, on va s'y intéresser et on fera en sorte d'y répondre si on peut le faire et dans quelles conditions on pourra le faire. Jean va pouvoir répondre. Je me mets à la disposition de l'adjoint délégué ou de la personne qui sera mandatée pour lui apporter mes connaissances sur le sujet. Si vous... Très bien, M. Roulet, c'est noté. M. Boutin, vous voulez parler ? Sur le principe, non seulement il n'y a pas d'opposition, mais l'équipe autour de l'adjoint transition écologique et implication travaille tout à fait dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'on a déjà eu une réflexion sur la question des jardins partagés. La question, c'est de mettre en place, à travers les concertations de quartier, et de faire remonter les besoins. Donc, mais c'est compris dans la démarche. Mais c'est vrai que ça sera intéressant de se faire aider par des budgets supplémentaires. Donc on envisagera une collaboration avec vous, M. Roulet. Bien. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Donc je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à cette délibération? Des abstentions? Non plus. Donc proposition adoptée, merci. Délibération numéro 19, finance encore, désignation d'un représentant à l'Assemblée générale de Reseco. Monsieur Leroy. L'association Reseco, donc pour Réseau responsable économique et écologique, a pour vocation de faciliter la mise en relation et d'organiser le partage et la mutualisation de connaissances et des expériences autour de la question de la commande publique durable. Son objectif est d'aider les décideurs politiques et d'accompagner le passage à l'action des agents. Les objectifs sont d'informer, sensibiliser, former et innover. Au vu de la volonté politique de la ville de Bru, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à Reseco. Cette adhésion permettra de soutenir la politique en matière d'achat durable et l'intégration de critères environnementaux, sociaux, éthiques et économiques dans un maximum de marchés, qu'ils soient de fourniture ou de travaux et de services. Le montant de l'adhésion annuelle proportionnelle au nombre d'habitants s'élève à 600 € TTC. La ville de Bru doit désigner un binôme référent politique, référent technique qui représentera la structure au sein de Reseco. Afin d'assurer une continuité au sein de l'association, il est proposé que la ville de Bru désigne 2 référents politiques. Monsieur Leroy, référent politique en charge des finances, commandes publiques et de la vie économique en tant que référent principal, et Madame Pierre, référente politique en charge de la transition énergétique et de l'implication citoyenne en tant que référente suppléante. Un agent du service finances, commandes publiques sera également désigné. Je vous demanderai de bien vouloir valider l'adhésion à l'association Reseco, de valider le nom des référents politiques, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et de déclarer avoir pris connaissance et approuvé les statuts et le règlement intérieur de Reseco 6 juin. Bien, est-ce qu'il y a des remarques? Juste une question, puisqu'il s'agit de renouveler une adhésion. Quel bilan portez-vous de l'action qui est réalisée pour justement motiver? C'est le moment peut-être de la partager. Alors moi, j'ai pas encore d'informations à titre personnel. Je sais que c'est une association qui est très utilisée par les agents en charge notamment des marchés. Cela dit, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je vous en dirai plus probablement lors des premières réunions. Parce que quand on regarde les objectifs, et ça fait partie des questionnements, effectivement s'informer, sensibiliser, se former, il reste limité malgré tout dans le périmètre des actions. C'est le lien et peut-être le tuilage avec une structure auquel on adhère au sein de la métropole, c'est Regat, qui aussi participe et encourage le développement d'achats, une autre démarche sur le territoire. Il y a aussi d'autres actions et là, puisque c'est intéressant de se questionner sur la pertinence du sujet et puis la motivation, et je vois qu'on est plutôt sur la continuité.
Bien. Des réponses? Non? Ok. Pas pour l'instant. Non, mais effectivement, on peut se questionner tout à fait, parce qu'on a bien, effectivement, aussi à la métropole un réseau qui fait un peu la même chose. Donc, voilà, il ne faudrait pas que ça se... Il ne faut pas que se fasse de doublon, oui. D'accord. On disait l'enjeu de renforcer la structure régate, qui, à mon avis, manque véritablement de moyens et puis d'engagement politique sur la structure. Alors, celle-ci, Reseco, là, on n'est pas sur le territoire propre. La métropole, c'est Angers, je crois. Voilà. Voilà, on a de la vraie compétence aussi au niveau de la collectivité. Je sais qu'il y a quelques agents qui sont très engagés sur le sujet. Absolument. Mais là, en l'occurrence, vraiment, on aurait besoin de pousser régate. Et ma question porte sur le doublon, parce qu'on ne l'a pas fait, je vais vous dire précédemment, mais en l'occurrence, c'est de dire est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer sur l'un plutôt que l'autre. Mais bon. D'accord. On va étudier ça de près. On va regarder ça. Entendu. Bon. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre cette délibération? Des personnes qui souhaitent s'abstenir? Très bien. Donc proposition adoptée, merci. Proposition numéro 20, délibération numéro 20, éducation. Tarif des agents municipaux à la restauration municipale. Monsieur Hervé. Donc il est proposé au personnel de la ville déjeunant au restaurant municipal 3 formules de repas incluant un supplément pour le café ou le fromage. Pour l'année 2021, il est proposé d'appliquer une augmentation de 1% au tarif de l'année 2020. Donc les formules 1 à 3 vont de 2,99 € à 4,20 € avec un tableau avec les suppléments. Donc je vous demanderai de bien vouloir adopter les tarifs de la restauration municipale 2021 pour les agents municipaux. Autoriser Monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 21, éducation, convention 2020 avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Avenant numéro 23. Monsieur Hervé. Donc le service de restauration assure la production et la livraison des repas pour les 3 groupes scolaires de la ville et les 2 structures petite enfance, le multi-accueil municipal et la crèche associative Le Jardin des Lutins. Nous avons établi avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement, la MCE, depuis 1999, une collaboration portant sur des conseils, élaboration des menus, grammage, auprès de l'équipe de restauration et sur la sensibilisation à la lutte contre les gaspillages alimentaires. Chaque année, la MCE propose un avenant à la convention initiale datant de 1999. Pour 2021, la MCE propose de reconduire la convention en garantissant la prise en compte des politiques publiques de l'alimentation, notamment la loi agriculture et alimentation, EGalim, ainsi que le programme national nutrition santé et le plan national de l'alimentation. Ainsi, en 2021, les conseils dispensés par la MCE auprès du responsable de la cuisine centrale pour la restauration scolaire et la restauration petite enfance s'articuleront autour des aspects suivants. Aide pour la composition des menus adaptés aux besoins nutritionnels et aux capacités digestives des enfants selon l'âge, 11-18 mois, 18 mois, 3 ans et 3-10 ans. Prise en compte des contraintes techniques propres à la cuisine centrale, temps personnel, présent, matériel, locaux et des contraintes financières. Soutien technique en matière de qualité nutritionnelle des aliments, conditionnement, grammage, valeur nutritionnelle, conditions de conservation, techniques culinaires. Prise en compte dans la mesure du possible des goûts des enfants, des attentes des parents et des enseignants. Concertation avec la directrice de la maison des enfants et le gestionnaire de la cuisine centrale municipale. Ce travail de conseil pour la restauration scolaire de la petite enfance est évalué à 10 jours. Il sera ajusté au réel en fonction du temps passé. Par ailleurs, à l'initiative de la mairie, la diététicienne participera à 2 commissions menus scolaires et 2 commissions menus petite enfance par an. Ce travail est estimé à une demi-journée par commission, soit 2 jours au total pour ces 4 commissions. Il sera cependant ajusté au réel en fonction du temps passé. Pour l'année 2021, le coût de la journée est
de 418 € net de taxes contre 405,82 € en 2020, soit 5 016 € pour l'ensemble des 12 jours prévus. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat entre la ville de Bru et la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Bien, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération acceptée. Merci. Délibération numéro 22. Éducation, tarification de l'accueil de loisirs pour les enfants non-brusois lors de la crise sanitaire. Madame Horry. En raison de la crise sanitaire, certains enfants scolarisés à Bru mais habitant en dehors de Bru se voient refuser l'accès à la LSH, donc accueil de loisirs sans hébergement de leur commune, du fait du non-brassage des enfants d'écoles différentes, en raison des contraintes sanitaires actuelles. Ces familles n'ont donc pas le choix et demandent des places à la LSH de Bru. Cela concerne actuellement un nombre très réduit d'enfants, soit 6 enfants, dont des enfants de personnes travaillant à la ville de Bru. Habituellement, la tarification appliquée aux familles non brusoises dans le cadre de la LSH est celle correspondante à la tranche de QF maximale majorée de 25%, soit 26 € la journée, 17,01 € la demi-journée ou 6,02 le repas, ceci pour les tarifs de 2020-2021. Afin de ne pas pénaliser les familles qui se voient refuser l'accès à la LSH de leur commune du domicile, la commission éducation propose d'appliquer exceptionnellement aux familles non brusoises la même tarification que pour les familles brusoises. Cet aménagement sera mis en place uniquement pendant la crise sanitaire et la prise en charge du différentiel sera demandée à la commune de domicile des familles. A l'inverse, dans le cas où le service enfance devrait à son tour refuser l'accès à la LSH aux enfants brusois non scolarisés sur Bru en raison de protocoles sanitaires plus contraignants, la ville accepterait de prendre en charge le manque à gagner sur demande écrite de la commune de scolarisation. Je vous demanderai de bien vouloir adopter cette adaptation des tarifs d'accueil de loisirs 3-10 ans et autoriser Monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Bien, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, merci. Délibération numéro 23, vie associative, convention de location du gymnase de la salle du Cojo et du plateau sportif Cours du Bas au collège et au lycée Saint-Joseph pour la saison 2020-2021. Monsieur Kermarek. Oui, merci. Il s'agit là du renouvellement annuel de la convention qui nous permet de disposer de la salle du Cojo et du plateau du Bas en dehors des heures scolaires. Et donc pour cette année, le loyer est fixé à 15 078 €. Oui, une question? Plutôt une remarque. En fait, cette salle aujourd'hui, qui est louée par la collectivité, elle est occupée environ 6 jours par semaine par les associations, ce qui fait l'équivalent de 25 heures. Et je rajoute à ça effectivement le plateau pour la LCH. La question c'est, avez-vous eu des informations récentes sur le projet immobilier des écoles privées au centre-ville? Puisqu'on sait bien que, enfin, en tous les cas, sur les différents plans qu'on a pu apercevoir, en tous les cas, le COJO semblait être absent. Donc, est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue avec les écoles privées? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu veux répondre, Alain? Moi, je ne l'ai pas eu directement, mais enfin oui, on a la réponse. C'est d'ailleurs savoureux que vous nous posiez la question. Parce que des bonnes questions, en fait, aujourd'hui. Parce qu'on vous l'a posé un certain nombre de fois lors du mandat précédent. Oui, effectivement, il ne prévoit pas de nouvelles salles de sport. Et c'est un gros problème. Et vous en avez prévu? Pour la remplacer? Oui. Ah non. On n'a pas prévu de construire une salle de sport parce que un établissement, disons un privé, même pas l'établissement, un privé, effectue une opération immobilière, on n'a aucune raison de lui construire une salle de sport. Non, mais par contre, on a l'obligation de trouver les 25 heures et... Non. Non, mais en tous les cas, aujourd'hui, pour nous. Je prends le basket, je prends les activités de la ville, des associations, il faudra y réfléchir. Ah oui, quand bien même on n'a pas à, ça c'est bien sûr, construire une salle
pour les écoles privées. C'est un vrai problème parce que c'est vrai qu'on a reçu dernièrement donc l'OGEC et puis les deux directeurs à la fois de l'école privée et du collège et lycée. Et effectivement, dans le programme qu'ils nous ont proposé, qu'ils nous ont montré, effectivement, ils ont supprimé cette salle de sport. Donc on leur a fait part de notre désagrément, on va dire. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Ils sont venus nous présenter le projet, on leur a posé un certain nombre de questions, parce qu'il n'y a pas que la salle de sport qui pose un souci, il y a aussi pas mal de logements qui sont prévus en plein centre-ville. Donc ça peut poser aussi des problèmes pour les flux, pour la circulation, voilà. Et donc du coup, alors je comprends que pour équilibrer leur projet, ils ont besoin aussi de ce projet immobilier, on peut tout à fait le comprendre. Mais par contre, c'est vrai que ça va impacter quand même le centre-ville de façon importante, de par le nombre de logements qui sont créés. Et puis ça va impacter aussi la vie associative, puisque s'il n'y a plus cette salle de sport, bah, effectivement, on va être un peu embêté. Donc voilà, on leur a fait part. Et j'ajoute aussi à ça, c'est qu'en fait, on a aussi les scolaires qui aujourd'hui occupent un plateau, qui seront amenés à solliciter la collectivité pour. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Ben, on leur a fait quand même remarquer tous ces aspects-là. Donc, voilà, on leur a demandé de réfléchir et de revenir nous voir avec un projet alternatif, si tant est qu'ils puissent le faire. Mais bon, j'espère. Parce que la ville peut peut-être malgré tout, essayer de les convaincre de changer éventuellement leur projet, ou du moins d'y associer un plateau. En tout cas, on leur a fait nos réflexions. Donc, effectivement, il va falloir. On espère bien qu'ils puissent changer. Ok, merci. Voilà ce que je peux vous dire. En tous les cas, c'est intéressant. Enfin, ce que vous venez de dire, c'est sur le projet, vous le trouvez trop dense, visiblement, et donc quels moyens vous allez activer pour les amener à réduire l'envergure, visiblement. Pour l'instant, nous, on n'a pas donné de moyens. C'est à eux de trouver les moyens pour ceci étant, voilà. Ouais. Bah oui, non mais bon voilà. On sait qu'ils ont certainement besoin de ça pour leur équilibre financier. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas à nous de trouver des solutions, c'est plutôt à eux de les trouver. Ceci dit, ils ne feront ça que dans le cadre du PLUI. Donc, ils s'inscrivent dans le cadre du PLUI. Ils n'iront pas au-delà de ça. Oui, le PLUI aujourd'hui, on a quand même pas mal de choses qui ont été lancées par la mandature précédente. Vous êtes quand même au courant. Donc du coup, on aura quand même beaucoup de logements à gérer. Donc à mon avis, le PLUI, le PLH... Le PLH, je veux dire. Ouais. Le PLH, oui, on parlait du PLH, c'est ça. Le PLH, on va être largement dans les temps. Non, mais je parlais du PLU, c'est par rapport à l'aspect constructif. Qu'est-ce qu'ils vont réaliser exactement, et ils ne feront que ce qu'ils peuvent réaliser. Ça, tout à fait. Ils ne feront que ce qu'ils peuvent réaliser. Mais bon, voilà. Donc on en est là aujourd'hui. On les a rencontrés, ils nous ont montré leur projet, on leur a fait nos réflexions, et on leur a demandé de revoir leur copie, de revenir nous voir. Donc on attend qu'ils reviennent, qu'ils reprennent. Bon. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Bien, d'autres questions, d'autres remarques? Pardon? On n'a pas voté? Non, je sais. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'opposer à cette proposition de convention? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée. Merci. Délibération numéro 24, vie associative, convention de location d'équipements sportifs municipaux, l'École nationale de la statistique, de l'analyse de l'information, ou ENSAI, pendant l'année scolaire 2020-2021. Monsieur Kermarek. Oui, là encore, il s'agit d'une convention annuelle qu'on passe avec l'ENSAI pour l'allocation d'un créneau sur la salle d'activité du Vert-Buisson et de créneaux sur 2 terrains de foot du stade Siméon Béliard. Donc l'allocation est calculée en fonction des tarifs de location des équipements sportifs de la région et s'élève à 1 056,42 € pour l'année, avec la prise en compte de ce qui a été, pour l'instant, les contraintes de la crise sanitaire. Ce qu'ont été, pardon. Bien. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions par rapport à cette délibération? Non? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 25, vie associative. Avenant à la convention de mise à disposition de locaux de l'espace Simone Veil au profit des associations L'Enfant à bord et Assistante maternelle de Bru. Monsieur Kermarek. Voilà, là, il s'agit de la mise à jour de convention avec les deux associations d'assistantes maternelles qui occupent des locaux de l'espace Simone Veil. L'une des deux ayant un créneau supplémentaire, il s'agit de mettre à niveau la participation de l'une et de l'autre à l'entretien des espaces. Donc avec le prorata suivant, donc 50% pour la ville de Bru, 30% pour l'association des assistantes maternelles de Bru et 20% pour l'enfant à bord, ce qui correspond à 415,80 € pour les assistantes maternelles de Bru et 302,40 € pour l'enfant à bord. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 26. Vie associative toujours. Attribution d'une subvention au profit de l'association AFM Téléthon. Monsieur Kermarek. Oui, donc cette association AFM Téléthon qui organise habituellement des actions au mois de décembre de chaque année sur le territoire de la commune pour récolter des fonds pour faire avancer la recherche médicale et aider ces malades. Donc, comme les autres années, la ville souhaite affirmer son soutien à cette association et vous propose de lui attribuer une subvention de 500 €. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Et M. Kermarek dit, comme les autres années, nous allons lui attribuer 500 €. Je voudrais poser une question. Savez-vous combien l'association, l'antenne qui est sur Bru, a récolté cette année? Moi, je ne sais pas. Non. Moi, je ne sais pas parce que... Quand on octroie une subvention, ça serait intéressant de le connaître. Mais moi, je vais vous le dire. Ils ont obtenu 4 000 €, contrairement aux 22 300 € qu'ils ont obtenus l'année dernière. Je pense que la collectivité qu'on représente aurait pu se montrer plus généreuse compte tenu des circonstances. Enfin, c'est toujours... Non mais voilà, c'est condition exceptionnelle, subvention un petit peu exceptionnelle, je sais pas, mais c'est vrai qu'il n'y a eu qu'une activité. Non mais c'est vrai, c'est bon. Hein? Moi j'avais pas de notion qu'effectivement c'était si peu, qu'ils avaient récolté si peu. 4 000, je me doutais bien que ce serait moins que les autres années parce qu'on n'avait pas fait le marché de Noël. Activité, ouais. Ils ont vendu quelques confitures et quelques autres lots, mais c'est vrai, c'est 3 fois. Enfin, non, c'est 4 fois 500. Bien sûr. L'année dernière et l'année d'avant c'était 20 000 €. Voilà, donc c'est juste une remarque sur ce point. Je ne sais pas si ça peut être revu, je ne sais pas. Enfin, ceci dit, je sais que la collectivité ne pourra pas aller rejoindre les montants obtenus l'année dernière, mais bon voilà, c'est juste pour les 500 €, ça pouvait se comprendre les 2-3 autres années. Là, ça pourrait peut-être, je sais pas, montrer un geste de la ville. Voilà, c'est juste une suggestion. C'est une suggestion. Bon, pourquoi pas, j'en sais rien, mais bon, c'est une subvention de la ville, on n'a pas non plus forcément à se substituer aux dons des citoyens. Après, il faut savoir, peut-être que, moi, là-dessus, comme j'ai aucune information, je vais pas le dire. Non, mais peut-être le plus simple, c'est d'appeler le président de l'association et puis d'échanger avec lui, voilà, c'est tout, après. Non, mais j'entends bien, mais peut-être que ce qui n'a pas été versé là, se fera peut-être plus tard, oui. Mais ce qui est perdu est perdu, hein, c'est là comme ailleurs. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est, donc. Mais j'ai peut-être l'occasion de prendre contact avec lui. Ouais, c'est sûrement une occasion. Il y a toujours temps de se récupérer ou de se rattraper. Ouais, ça c'est une autre occasion. On prendra contact. D'accord, merci pour la remarque. Pas d'autres questions? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 27, culture, école de musique CIM Rive-Sud, le rapport d'activité 2019-2020, Madame Durand. Alors, avant de présenter le bilan d'activité 2019, je voulais vous évoquer la situation 2020. Comme un certain nombre de structures, le CIM a pris de plein fouet la crise du Covid. Depuis septembre,
Malgré l'arrêt de travail du directeur Olivier Guignard pour raison de santé, les cours ont repris grâce à la grande implication des enseignants et du personnel administratif. De septembre à début novembre, en présentiel, avec les règles de sécurité, des cours individuels, des cours collectifs, avec des nombres d'élèves calculés en fonction de la superficie des locaux. Début novembre, il a fallu réorganiser les cours en visio, à distance, avec des propositions demandant beaucoup d'imagination et d'adaptation pour les enseignants. Ces derniers avaient déjà fait de telles propositions lors du confinement de mars. Le président de l'époque, M. de Monzet, avait alors pris la décision de rembourser toutes les familles sur cette période de mars à juin, sans tenir compte du travail fourni malgré tout par les enseignants. Cela a fragilisé la trésorerie du CIM. Je le regrette d'autant plus que nous avions été élus le 16 mars et que les nouveaux maires auraient pu être associés à cette décision qui a été prise au mois de mai, début mai. En effet, les 5 communes, Bru, Pompéan, Saint-Herblon, Bourbaré et Orgères, ont été sollicitées à ce moment-là pour couvrir cette somme s'élevant à 70 000 €. À ce jour, cette décision n'a pas encore été actée. Je voulais vous en informer. Voilà. Et donc, je vais vous présenter le bilan d'activité de l'année 2019-2020. Donc, cette année qui a commencé en... Alors, c'est pas ça. Voilà, Donc, voilà, ce sont quelques données chiffrées. Donc, là, les cases de gauche correspondent à la rentrée de 2019-2020, donc la fin de l'année, et le bilan de rentrée sur les cases de droite. Donc, vous voyez qu'il y a 40 à la rentrée de 2019, en fin d'année 2019, et puis à la rentrée 2020, donc il y a eu 38 agents, donc un petit peu plus d'heures d'enseignement hebdomadaire, donc 265,79 à la rentrée 2020, 231 à la rentrée fin d'année 2019. On est en année civile, hein, ce qui explique voilà, il y a eu une petite baisse des enfants ciblés à la rentrée de 2020. Voilà, petite baisse qui est un petit peu liée à un petit peu moins de partenariat à l'époque. Voilà, on va pouvoir continuer. Vous avez l'organigramme 2019, donc voilà, de janvier donc à septembre, à fin juin 2019, pardon. Dans l'organigramme 2019 et l'organigramme 2020. Donc 2020, c'est depuis le mois de juin. Voilà. Donc ça, c'est depuis que nous sommes arrivés. Donc il y a eu un changement de vice-présidence et de présidence. Voilà, ça, je vous laisserai le temps de le lire. Donc avec les 5 communes représentées. En fait, il y a une évolution du nombre d'heures hebdomadaires et une diminution du nombre d'élèves. Voilà, donc c'est quelque chose qui voilà, il y a eu donc plus de cours particuliers et un petit peu moins d'élèves. Ensuite, élèves bénéficiant d'une action pédagogique. Donc, vous voyez qu'en 2018-2019, il y en avait 4336. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, il y a la musique à l'école, donc MAE, ce qui est intitulé MAE. Donc, il y a 2323 élèves en 2018-2019. Et ensuite, vous avez tous les partenariats. Donc les partenariats, c'est avec la petite enfance, c'est avec les services, les structures de personnes âgées et les TAP. Pompéan qui a souhaité conserver les TAP plutôt que voilà, un petit peu de TAP et pas et un petit peu moins de musique à l'école.
Voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu au niveau de l'école de musique, donc ce qui est en rose un peu plus foncé, 104 adultes pris en charge, 425 et 529, ça c'est le totaux des élèves en 2018-2019. Et donc si on passe un petit peu plus à la page d'après, en 2019-2020, il y a eu 615 élèves, donc là ce sont les lignes bleues, 615 élèves, donc un petit peu plus en 2019-2020. Et pour information, cette année, ça a forcément un peu diminué. À la rentrée 2020, il y a eu 560 élèves. Voilà. Donc, une hausse par rapport... Donc, vous avez ici le nombre, les années 2017, 2018, 2018, 2019 et 2019, 2020. Donc, le nombre d'élèves... Non, c'est le... Voilà, c'est celui-là. Donc, il y a une bonne augmentation du nombre d'élèves. Hein. Bon, cette année, ça va être un petit peu moins. Mais on va revenir globalement un petit peu au-dessus des effectifs de 2018-2019. Voilà. Répartition par cursus. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de voir que le cycle 1 est très prisé, en fait. Hein. Donc, les élèves l'éveil, ce sont les tout petits. La découverte, c'est un petit peu plus grand. Voilà, c'est en fonction des âges. Beaucoup vont jusqu'au cycle 1. Et puis après, en cycle 2, ça s'écroule un petit peu. C'est un petit peu plus difficile parce que c'est plus exigeant. Voilà. Et il y a également pas mal d'adultes... pas mal d'ateliers, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis, pas mal de gens qui travaillent, qui interviennent, enfin, qui participent aux ateliers ou aux ensembles. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, les disciplines qui sont pas mal, qui manifestent beaucoup d'intérêt. Donc, il y a le piano, parce qu'au niveau des cours de piano, il y a pas mal de propositions de cours d'accompagnement qui ont été proposées, et ça a tendance à bien plaire. Tout ce qui est batterie-percussion, ça marche aussi bien, ainsi que la guitare classique et le violon. Voilà. Au niveau, après, les autres instruments sont un petit peu moins connus, donc forcément, il y a un petit peu moins de monde, mais ça fonctionne bien. Il y a une bonne équipe d'enseignants qui travaillent de façon intéressante. Alors, les ensembles, là, c'est pareil, vous pouvez voir que les chorales sont très prisées. La chorale adulte comme la chorale enfant, hein, ça fonctionne bien. Ainsi que quelque chose qui fonctionne bien, c'est les musiques actuelles, en fait, qui fonctionnent bien. Ça marche bien. Alors, les ateliers, donc là encore, on retrouve les ateliers, le clavier d'accompagnement qui plaît beaucoup. Ça fonctionne bien. Les élèves sont par groupe de 2 ou 3 et puis ils font de l'accompagnement. Ça fonctionne bien. Voilà. Musique à l'école. Donc vous pouvez voir que, en fait, nous sommes sur la circonscription de Chartres et de Saint-Jacques. Nous, personnellement, nous sommes sur la circonscription de Chartres. Et donc, ce qui explique qu'on voit les écoles de Saint-Jacques et de Chartres. On parle en termes de circonscription au niveau de la musique à l'école. Hein. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Les classes les écoles qui sont touchées, en fait, c'est Champ-l'Évêque, Jacques Prévert, le Verbuisson et la Providence. Ça tourne. On peut toujours progresser. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment porteur, parce que là, au niveau de la musique à l'école, on touche tous les enfants. Et c'est vrai que ça, c'est important. Parce que les élèves de l'école de musique font souvent des cours individuels et des cours, et c'est très bien. On développe vraiment un type de musique. Mais là, dans la musique à l'école, c'est vraiment tous les enfants qui sont touchés. Ensuite, le partenariat. Donc, il y a d'autres partenariats. Donc là, peut-être, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Donc là, par exemple, il vient d'avoir un partenariat avec le lycée Anita Conti. Là, il vient pas d'avoir. Il y a un partenariat qui existe autour de musique espagnole au lycée Anita Conti. J'y suis passée vendredi. Voilà, et c'est vraiment
voilà, même avec les lycéens, ça fonctionne bien. Les tout petits, avec le multi-accueil, il y a également un partenariat avec l'IME, l'EHPAD et la Girondière. Donc ça essaye de toucher un petit peu tous les âges et on est en train d'essayer d'aller encore plus loin dans ces partenariats, essayer de toucher le plus de monde. On parle de médiation culturelle, voilà, on est là-dedans, on a vraiment envie de développer ça le plus possible. Au niveau des subventions, on a la chance d'avoir des subventions communales. Tous les ans, il y a une augmentation de 2% à peu près. Donc là, cette année, en 2020, il y a eu une subvention de 300 000 euros de par la ville de Bru, et 430 000 en tout quand on considère les 5 communes. On a également des subventions du conseil départemental, tant pour le fonctionnement que pour l'action des musiciens intervenants. C'est pas du tout négligeable. Ces subventions vont durer jusqu'en 2022 pour l'instant. J'espère qu'après on pourra continuer à bénéficier de ça. Voilà. Les recettes principalement, donc il y a les recettes des actions partenariales. Donc là vous pouvez voir, ça s'élève à 10 000 euros. C'était 8 000 en 2018-2019, 10 000 en 2019-2020. Donc ça a tendance un petit peu à augmenter. 2020-2021, ça a un tout petit peu baissé parce que on est touché par le Covid, forcément. Il y a eu un petit peu plus de frilosité. Sinon, au niveau des recettes, eh bien, c'est principalement les familles et c'est noté location d'instruments, c'est-à-dire que les élèves peuvent louer des instruments tant qu'ils sont jeunes et qu'ils ne sont pas encore certains de leur instrument. Ils ont la possibilité de louer à des tarifs... bon, ça reste assez modique. Voilà, pour l'instant, le pass culture ne fonctionne pas beaucoup, c'est à développer. La PRAS, c'est la carte sortir, donc vous voyez qu'il y a quand même, c'est quand même quelque chose qui évolue. Et la CEAM, alors la CEAM, c'est une subvention, à chaque fois qu'on achète des partitions, il y a une... voilà, c'est un organisme qui finance un peu l'achat des partitions. Et enfin, les tarifs, ce qui est intéressant quand même de voir, il y avait eu tout un travail qui avait été fait il y a quelques années autour du quotient familial. Donc c'est vrai que c'est évident que l'école de musique, ça touche forcément toujours un peu les personnes à revenus un peu plus élevés. Mais il y a aussi il y a la difficulté, mais il y a aussi le fait que peut-être les personnes à quotient familial plus faible ne se l'autorisent pas, parce que si on va sur la colonne de l'extrême droite, le quotient familial inférieur à 320, voilà, si vous voyez à l'extrême droite, pour 30 minutes d'éveil, une famille paye 34 euros. Donc, et pour un cursus diplômant, paye 128 euros, sachant que dans le cursus, il y a les heures de cours, il y a les cours de formation musicale et il y a l'ensemble. C'est toujours trop cher pour ces familles qui sont en difficulté, mais il y a quand même une réflexion qui a été menée sur le budget. Voilà, pour... Voilà, alors si on prend la feuille suivante, la page suivante, vous voyez évidemment que le coefficient familial entre 820 et 1120 est largement privilégié, mais on peut voir aussi que le quotient familial inférieur à 320, vous voyez, il y a eu une nette évolution en 2020, ainsi que 447 et 596. Donc ça, c'est plutôt intéressant et c'est quelque chose qu'on a envie de continuer à développer, voilà, pour que le maximum de personnes puissent être bénéficiaires. Voilà, l'école de musique aussi, c'est toute une série de manifestations, donc des auditions qui rentrent dans un cadre peut-être un petit peu plus académique, mais sinon également des concerts, donc des concerts au Grand Logis, des concerts des concerts également à Pompéan, à l'espace Beau Soleil. Voilà, donc, cette année, évidemment, toutes ces manifestations ont été arrêtées à partir du mois de mars.
Il n'y a pas eu de manifestation non plus jusqu'à Noël parce que, voilà, c'était le Covid est passé par là. Voilà. Donc, conformément à l'article L552-11-39 du CGCT, les communes membres du syndicat doivent présenter le rapport d'activité à leur assemblée délibérante avant le 31 décembre 2020. Donc, je vous demanderai de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2019-2020 du syndicat intercommunal pour l'enseignement de la musique Rive-Sud. Merci Marie-Pierre. Des remarques, des questions? Oui. Oui, juste deux choses. Tout d'abord, je crois qu'on peut tous se réjouir de l'école de musique de Breux, enfin intercommunale. J'ai dit intercommunale parce que tout à l'heure Marie-Pierre a évoqué une décision qui avait été prise concernant le remboursement de cours. Bon, je dis bien que là aussi c'est 5 communes, donc je pense que Breux n'a pas décidé tout seul. Donc je pense que les autres communes ont dû participer au choix qui a été retenu. Mais il n'y a pas ça n'apparaît pas sur les comités syndicaux. Non. Je ne crois pas qu'il y ait eu de comité syndical pendant la crise Covid. Je pense qu'ils ont dû échanger entre communes, parce qu'il y avait des engagements de part et d'autre, donc je suppose. On ne va pas parler des absents, mais voilà. Autre chose, bon, il y a eu une étude d'opportunité il y a quelques mois, peut-être 2 ans, sur le domaine artistique par la Rennes Métropole. On sait bien aujourd'hui, Pierre disait 2022, on sait bien la difficulté aujourd'hui et le désengagement du conseil départemental dans le domaine. Donc est-ce que sur ce point-là, la métropole, vous avez eu des échanges, puisque ça avait fait l'objet de certain nombre de rencontres avec les maires des communes composant donc le CIM? Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué avec la métropole? Parce que c'est une vraie interrogation pour 2022. Hein. Je ne sais pas si on a eu une réunion avec la métropole cette semaine, là, au niveau de tout le réseau culture. Et en fait, la question a été posée. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Voilà. Pour l'instant, c'est statu quo. Je ne peux pas dire mieux. Vraiment, pour l'instant, ça ne bouge pas de ce côté-là. Ouais. Mais en tout cas, c'est une question qu'il faudra effectivement poser à un moment ou à un autre. Parce que si le conseil départemental se désengage... elle apparaît importante pour les communes qui composent... On risque d'avoir quelques soucis pour nos écoles de musique. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de près. Alors je sais que un certain nombre de choses ont déjà été engagées sur des cours collectifs, sur des recherches un petit peu d'économie, mais il est clair que si le conseil départemental cessait sa subvention, ce serait un coût important pour la collectivité. Ah oui, on a bien vu qu'à plus de 81 000 euros. Quoi. Donc c'est vrai que c'est important. Donc il faudra qu'on arrive quand même à faire fonctionner nos écoles de musique. Mais pour l'instant, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Ok, merci. On y fera attention. Sachant que ça a déjà beaucoup diminué, la subvention départementale. Parce que on voit l'évolution en 98. Oui, tout à fait. Oui, 80 000. Oui, si on remonte à l'origine, tout à fait. Et de toute façon, oui, c'est clair qu'on va rester vigilant par rapport à ça. Ça, c'est évident. Voilà. Je voudrais quand même revenir sur la demande de 70 000 euros. Je m'excuse de rajouter une couche, mais la décision a été prise alors que nous étions déjà élus. Évidemment, le bureau syndical, le comité syndical n'avait pas été élu, mais les maires étaient quand même élus, étaient quand même bien présents. Et la décision a été prise sans concertation. C'est regrettable. Non, mais je rappelle que le CIM est souverain. Enfin, ne regarde pas en parlant de ça. C'est le CIM qui décide dans le cadre de sa compétence, qui décide de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas, et avec les communes qui le composent. Donc, On est bien d'accord, mais enfin, prendre une décision qui effectivement impacte comme ça le CIM, voilà, et en demandant après aux communes de boucher les trous, c'est un petit peu, on a trouvé ça un petit peu cavalier. D'autant plus que les enseignants avaient quand même continué à proposer des cours, même si, évidemment, c'était pas la même chose qu'en présentiel, on est bien d'accord, mais il y a quand même eu des cours qui ont continué à être effectués. Je pense que ça a été plus suivi encore là, sur ce deuxième confinement, mais je pense qu'il y avait quand même eu, enfin, je sais que les enseignants avaient proposé des choses, donc faire un remboursement intégral des familles
de mars à juin. Ça aurait pu être partiel, quoi. Alors qu'il y avait eu du travail de fait, c'est quand même pas très cool pour les successeurs. Et que les enseignants avaient été rémunérés, évidemment. Et les enseignants ont été rémunérés. Bien sûr. Enfin, les successeurs, on ne pouvait pas savoir que c'était vous. Oui, voilà, c'est ça. On aurait pu imaginer en mai, on savait qui étaient les successeurs. Je pense que la réflexion avait été faite précédemment. Mais bon, la décision a été prise le 13 mai, je crois. Enfin, oui. Il y a un mail qui est passé le 13 mai. Je ne saurais pas répondre à cette... J'ai le mail ici, là, daté du 13 mai. Je ne suis pas destinataire de ce... Merci. Voilà. Bien. On passe aux délibérations suivantes, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, délibération numéro 28. Culture, convention de mise à disposition des boîtes à livres pour 2020-2023. Madame Marchais. Oui, bonsoir. Donc, je vais vous lire la délibération. Pour accompagner et soutenir l'association Bru Citoyenneté dans le cadre de son action Circule Livre, la ville de Bru a fait l'acquisition de 2 boîtes à livres installées sur l'espace public à destination des Brusois, afin d'étendre l'offre proposée sur la commune. L'objectif de cette action, qui est complémentaire de ce qui peut être proposé à la bibliothèque, c'est de rendre la lecture accessible à tous et aussi de favoriser la circulation des livres entre les citoyens. La présente convention a pour objet, donc c'est une nouvelle convention, a pour objet de préciser les modalités de mise à disposition des boîtes à livres, propriété de la ville de Bru, à l'association Bru Citoyenneté, afin qu'elle en assure la gestion. À l'issue chaque année, il est prévu également une rencontre entre la ville et les représentants de l'association pour faire un bilan et pourquoi pas développer l'action. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de la convention consentie jusqu'au 31 décembre 2023. C'est une convention aussi sur 3 ans. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 29, animation, sollicitation d'une subvention pour un appel à projet auprès du Conseil régional pour la fête de la Bretagne 2021. Madame Poula. Il faut un micro, oui. C'est enregistré, donc on a besoin de micro. Allô? Oui, d'accord. Alors pour cette nouvelle édition, la fête de la Bretagne sera revisitée sur 5 jours. Son programme n'en sera pas moins dense avec de multiples animations et propositions à destination des plus jeunes comme des adultes, des initiés à la culture bretonne comme des novices. Alors des reports de contrats d'artistes annulés pour cause de Covid ont été effectués. Et la venue de Denis Préjean au Grand Logis fermera la fête de la Bretagne le samedi 23 mai. Et enfin, pour information, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel local constitueront le fil rouge. Nature et culture rimeront lors de cette édition 2021. Je vais maintenant lire la délibération. La ville de Bru, en partenariat avec des associations locales, organisera du 19 au 23 mai 2021 la fête de la Bretagne. Dans ce cadre, elle a répondu à l'appel à projet Fête de la Bretagne, Guelbrès 2021, du Conseil régional de Bretagne et sollicite une subvention de 10 200 €. Je vous demanderai de bien vouloir approuver cette demande de subvention auprès du Conseil régional de Bretagne. Oui, une question? C'est peut-être un peu prématuré, mais bon, on a évoqué Denis Préjean. Mais sur les lieux aussi, on parle de préserver le patrimoine naturel de la ville. Je suppose qu'une partie des animations auront lieu sur la plaine du Verbuisson? Ou vous avez peut-être imaginé un autre lieu? Pour 2021, oui.
Je veux dire que ce ne sera pas forcément vrai pour les autres. On peut aussi imaginer d'autres lieux. Hein. C'est pas... Oui, vraisemblablement. Je ne connais pas tous les lieux de la commune, mais j'en connais quand même un certain nombre. La plaine du Verbusson n'est pas le seul endroit où on peut se réunir. Non, c'en est un quand même qui a relié un certain nombre de publics pendant quelques années. Donc, qui est apprécié de nombreux Brusois. Très bien. Que vous semblez ignorer d'ailleurs. Non, pas du tout. D'ailleurs... Enfin, là, la réponse est oui pour 2021, c'est ça? Pour 2021, oui. Oui, c'est ça, c'est prévu, oui. Merci. Donc, on connaît le chemin alors. Très bien. Délibération numéro... Ah, pardon. Il faut passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 30, sur le personnel, indemnité de gardiennage de l'église Saint-Martin de Bru, en l'absence de Madame Chevalier, c'est moi qui vais lire la délibération. Le calcul du montant de l'indemnité allouée aux gardiens de l'église tient compte de la révalorisation du point d'indice de la fonction publique. Ce dernier n'ayant pas évolué en 2020, les montants plafonds d'indemnité applicables en 2019 sont reconduits à l'identique en 2020. En conséquence, le plafond indemnitaire annuel applicable pour le gardiennage des églises communales est fixé pour l'année 2020 à 479,86 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'édifice du culte et 120,97 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l'église à des périodes rapprochées. Je vous demanderai de bien vouloir m'autoriser à verser la somme de 479,86 € aux gardiens de l'église de Bru au titre de l'année 2020. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très bien. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Le conseil municipal étant... Monsieur le maire, Madame Briand. Nous permettez-vous de dire quelques mots, de rebondir sur la délibération précédente concernant justement la fête de la Bretagne et sa localisation au moins pour 2021? Si ça concerne que la fête de la Bretagne, je veux bien. Non, ça concerne simplement l'actualité. Donc c'est en lien avec la fête de la Écoutez, Bretagne, madame, Thomas Lelieu. Alors l'actualité, je vous... si, non, mais je ne vous permettrai pas. Bon, écoutez, on prend note une fois de plus de la votre... délibération, si c'est pour la fête de la Bretagne, oui. Non, on peut très bien rebondir. C'est un sujet d'intérêt général qui intéresse tous les Brusois. Donc simplement, vous ne pouvez pas nous empêcher de parler aujourd'hui. Je suis désolée, le conseil municipal est aussi le lieu d'expression des représentants de... Voilà. Tout à fait. Je l'ai bien noté, nous l'avons bien noté, nous sommes en train, nous sommes en train d'étudier le problème, et pour l'instant, je n'ai pas de déclaration à faire sur ce sujet-là en conseil municipal. Ça n'appelait aucune déclaration de votre part. C'est simplement une réflexion sur l'actualité. Vous n'êtes quand même pas sans ignorer ce qui se passe. Je suis l'actualité aussi bien que vous. J'ai même été interrogé par France 3 Bretagne samedi matin sur ce sujet-là. Oui, non mais donc voilà, donc j'ai répondu à France 3 Bretagne, et j'ai pas l'intention de faire des commentaires supplémentaires. Et je ne vous demandais aucun commentaire. C'était simplement une réflexion, des mots qu'on voulait porter sur, justement, on se demande comment vous pouvez rester sourd aux tensions. On parlera du 4e groupe scolaire, si c'est ce que vous voulez évoquer, dans un prochain conseil municipal. Je vous l'ai déjà dit par mail, je vous ai répondu, parce que vous souhaitiez poser des questions. Vous n'étiez pas dans les temps pour poser des questions. D'ailleurs, dans votre demande, il n'y avait pas de questions précises. Non, donc pour l'instant... C'était un point d'information, c'est une question. Je reconnais que nous n'étions pas dans les temps. Je note aussi que vous avez noté qu'il n'y aurait pas d'échange. C'est un petit peu dommage que vous refusiez les échanges au sein du conseil municipal. Mais vous aurez nos questions orales pour le prochain conseil municipal. Très bien. Mais vous ne pourrez pas échapper au débat et aux échanges. On y répondra alors à ce moment-là. Merci, la séance est levée.